parle trop. Eh oui, beaucoup trop. Et il devrait même éviter de chanter. Bonjour et bienvenue pour ce épisode de la série HO. Le film d'aujourd'hui, non. La série d'aujourd'hui s'appelle Mindhunter. Elle a été créée par Joe Penhall. Elle est disponible depuis le 13 octobre 2017, mais il y a eu 2 saisons. Et je n'ai pas la date de la saison 2, mais voilà, vous avez une saison 1 et une saison 2 qui sont déjà sorties. Je les ai vues à la télévision et en version française. Alors, Mindhunter, c'est un projet assez classe. Au départ, c'était Charlize Theron, l'actrice, et oui, la fameuse actrice, qui avait donné un bouquin de 2 enquêteurs du FBI, j'ai oublié, je crois que j'ai noté un peu plus loin, je vous le dirai, je présume, qui avaient donc les deux enquêteurs qui ont grosso modo inventé le profilage et qui ont suivi des serial killers, et elle a donné ce livre donc à mon copain David Fincher. Le projet a été d'abord plus ou moins gelé par Fox 21 et HBO, qui ont procédé à donner l'écriture de la série à Scott Buck. Alors Scott Buck, j'en ai déjà parlé dans mes podcasts, hein, c'est notamment le créateur de Iron Fist. Ouais, bon, c'est sûr que quand t'as ça sur ton CV, ça fait pas forcément du bien, mais en fait c'est un sacré scénariste, hein. Peut-être pas un bon créateur de série, mais un bon scénariste, qui avait notamment écrit des épisodes sur les séries Dexter, Six Feet Under, sur la série Rome, donc un mec plutôt avec de l'expérience et plutôt un bon professionnel d'écriture au minimum, parce que pour écrire sur les séries Dexter, Six Feet Under ou Rome, il faut quand même avoir un bon niveau. Bon voilà, il a créé Iron Fist et ça le faisait pas. Et donc, cette série, cette première adaptation de Mindhunter ne vit jamais le jour, jusqu'en 2016, où Netflix a annoncé que Mindhunter était relancé, ou plutôt allait enfin être créé en série télé sur son réseau, mais avec cette fois-ci Joe Penhall à la création. Alors Joe Penhall, c'est surtout un scénariste. Alors j'ai pas vu tout ce qu'il a fait, mais j'ai surtout vu des films et je trouve que ça parle bien de son style. Il y a notamment un film qui est sorti l'année dernière au cinéma qui s'appelait King of Thieves, que malheureusement je n'ai pas vu, qui était un casse autour d'un casting de vieux acteurs anglais, notamment Michael Caine. Et tout le principe, c'était que c'était un dernier casse que les mecs faisaient alors qu'ils vont être à la retraite, histoire de se retirer tranquille. Et en fait, ça part en vrille à cause de l'avarice des membres de l'équipe. Donc c'était au cœur du truc, il y avait une question morale. Mais je l'ai pas vu, hein, je suis pas sûr. En tout cas, c'est la sensation que me donnait la bande-annonce, c'est tout ce que j'avais vu de ce film, que j'avais raté malheureusement, parce que j'avais vu d'autres choses à la place, mais qui m'avaient l'air intéressant. Si d'aventure vous l'avez vu, King of Thieves, vous me dites. Je serais curieux en fait, je vais peut-être le regarder à l'occasion, parce que je sais pas qui est le réalisateur non plus, bref. On y reviendra peut-être. Il a notamment scénarisé Joe Penhall, donc ce film, mais aussi The Road, le fameux film de John Hillcoat. John Hillcoat qui avait aussi réalisé des hommes sans loi, le très sympathique Des hommes sans loi avec mon copain Venom. Voilà, maintenant super. Voilà, j'ai plus son nom. Voilà, Venom. Il y avait Shia LaBeouf dedans aussi, donc voilà, Jason Clarke. Enfin voilà, un bon petit casting, film vraiment sympathique. Il y avait aussi Jessica Chastain dans Des hommes sans loi, film tout à fait correct. Et il avait donc réalisé avant Des hommes sans loi The Road, film post-apocalyptique vraiment intéressant, où on voyait grosso modo, on suivait l'histoire d'un père et de son fils dans un monde, des États-Unis, je dis pas de bêtises, post-apocalyptique, où grosso modo il faut survivre, tu les vois marcher, tenter de survivre, et tu vois le père essayer d'enseigner, malgré bien qu'on soit passé dans un monde particulièrement violent et immoral par définition, des valeurs morales telles que voilà, le bien, le mal, garder une certaine boussole morale, parce que sinon tout part en vrille. Je ne spoilerai pas ce film qui est très sympathique, mais ce que je voulais pointer, c'est qu'il y avait de nouveau un débat moral très fort et très frontal. Visiblement, ça intéresse beaucoup Joe Penhall dans le cœur de ses idées. Oui, dans le film King of Thieves, juste j'y reviens, oui, je fais déjà des allers-retours alambiqués, c'est tiré d'une histoire vraie. Mais ce qui intéressait visiblement Joe Penhall, c'était encore une fois un débat autour de la question morale. Entre des personnes, on monte un casse, donc on est des gens pas forcément très gentils, mais en même temps, on finit par se truander les uns les autres. Donc là, la boussole morale qui était de dire on se fait un dernier coup, ça va bien et tout ça, part en vrille, et c'est évidemment ce genre de choses qui l'intéresse. Comment faire pour garder une boussole morale juste à des moments très compliqués. Et il se trouve que Mindhunter, comme par hasard, qui est donc la série dont on parle aujourd'hui, a aussi en son cœur une question morale forte, que je résumerai même par dire, en disant comment garder une forme de morale face à des humains extrêmement violents, qui ont pratiqué le meurtre, le viol, la mutilation, la torture, la pédophilie, etc., et autres joyeusetés. Comment tu fais quand tu rencontres quand t'es mis face à des gens qui ont fait ça et qui t'en parlent, et comment ça
tu arrives à garder une boussole morale cohérente. C'est très très difficile évidemment, et la série traite de ça. Alors comme j'ai dit, il y a déjà 2 saisons, je vais vous en parler en gros, hein. Je vais vraiment pas spoiler ou à peine, parce que c'est des séries intéressantes à suivre, et ce serait vraiment dommage de les spoiler, parce je pense qu'elles sont assez surprenantes, mais on va développer ça rapidement. Comme je vous disais, c'est un petit épisode de milieu de semaine, c'est en général un peu plus court si tout va bien, mais on va commencer avec la base, on va schtroumpfer, donc spoilons pas, mais surtout schtroumpfons. Aux États-Unis, dans les années 70, les cas de meurtres spectaculaires, médiatisés parce que particulièrement violents et déviants, se multiplient. Face à ce nouveau type de meurtrier, les agents Bill Tench et Holden Ford rencontrent la spécialiste de psychologie criminelle Wendy Carr dans le but de l'interroger sur ce qui pousse certains criminels à commettre non pas un meurtre mais plusieurs, de manière systématique et quasi ritualisée. Tous les 3, ils finissent par fonder le premier bureau du FBI assigné à l'étude de ce nouveau genre de criminels. Pour cela, ils doivent rencontrer ces criminels et tenter de comprendre, lors d'interviews enregistrées, ce qui les motive, les pousse à agir, afin de créer des profils qui permettraient au FBI de mieux cerner ce type de criminels et qui sait peut-être les arrêter plus vite. Mais la tâche s'avère extrêmement ardue. Au scepticisme ambiant face à l'étude psychologique des criminels, s'ajoute la pression hiérarchique qui veut des résultats le plus vite possible, d'un point de vue archaïque qui plus est, et l'esprit retors de ce nouveau genre d'assassin qui rend les interviews toujours plus compliquées et mentalement dangereuses. À chaque nouveau meurtre, chaque nouvelle interview, Holden, Bill et Wendy jouent sur le fil du rasoir leur propre santé mentale. Série évidemment très intéressante dans son pitch de base, puisque la série part du principe de nous faire participer, de nous faire découvrir des interviews qui ont réellement lieu, donc qui sont tirées de faits réels, de serial killers aussi connus que The BTK Killer, aussi bien que BTK, aussi bien que Charles Manson, Edward Kemper et d'autres, que les auteurs du livre originaux ont réellement interviewé. Donc la base de la série est, entre guillemets, plus ou moins vraisemblable, la série adaptant, romançant un peu, ne reprenant pas les personnages, les vrais noms des inspecteurs, notamment pour créer une histoire autour de cela, mais la base est réelle, et ça forcément c'est très intéressant, voire même assez fascinant. Glauque, vous me direz ? Je reviendrai là-dessus. Je commencerai par vous parler simplement du générique qui est absolument passionnant. Le générique à lui seul mériterait un podcast. Très honnêtement, et je vais probablement faire une vidéo dessus, je vous avais parlé il y a longtemps d'un principe, je vous le rappelle un peu, qui s'appelle The Séquence, où je prendrai juste une séquence et je vais la découper, désosser, on va l'analyser de tous les côtés le plus possible. Ça va venir, je vais bosser là-dessus, je suis en train de finir mes vidéos sur mon prochain après-film qui va être très long, ça va être 4 ou 5 épisodes de 10 minutes, donc forcément il y a encore du temps à attendre, mais après je ferai des vidéos plus courtes, plus ramassées, où je traiterai de sujets peut-être un peu plus ramassé, tout simplement. Je ferai peut-être moins des films en entier, parce que tout simplement c'est trop long et que je pense que j'arrive pas à me satisfaire pour l'instant de faire des vidéos comme je faisais avant, de 10 minutes sur un film. Je pense que c'est pas suffisant, il y a beaucoup trop de choses dont j'ai envie de traiter quand je vois un film. Donc je vais essayer de prendre, si je prends des films, d'aller sur des sujets plus précis. Et en l'occurrence, l'un des premiers principes de série, ce sera donc The Séquence, où on prendra une seule séquence et on taffera dessus. Vous allez voir, on va bien se marrer. C'est très sympathique comme truc, je pense. J'espère que ça vous plaira. Ça arrivera probablement courant de l'année prochaine. Oui, il y aura plus de vidéos avec images, je m'y engage. Donc voilà, le générique de Mindhunter est passionnant. Je vous l'explique rapidement. Sur une musique de piano extrêmement lente et qui bascule entre le mystérieux et l'inquiétant, on a donc un air de piano simple, comme si c'était des premières notes. Ça ressemble un peu à une sonatine, c'est-à-dire les sonatines, c'est des morceaux qu'on apprend pour les débutants, quand on débute. C'est les premiers morceaux en général qu'on compose, on appelle ça une sonatine, c'est très court. Et là, ça ressemble un peu à ça, à la différence qu'on a petit à petit le générique avançant, des violons qui arrivent derrière, et on a comme ça une ambiance éthérée, fantomatique, inquiétante, qui est dans l'air. Et sur cette musique déjà extrêmement réussie et qui est très marquante, on a les images de la mise en place du magnétophone, tout simplement des interviews, donc la mise en place de la bande, du micro, plein de choses comme ça. Très simple, on branche les câbles, on prépare les papiers, tout ça. Et de manière quasi subliminale, on a des très petits plans sur des cadavres
et il est très difficile de déterminer qu'est-ce que c'est. Est-ce que ce sont des plans d'autopsie? Est-ce que ce sont des plans d'assassins qui regardent le cadavre? On ne sait pas trop où on est. Et on garde ces cadavres visiblement de toutes les coutures. Il y a quelque chose de vraiment morbide et pervers. Ces plans sont tellement courts qu'en fait, ils provoquent, à mon avis, un double effet très réussi, c'est cet effet d'attraction-répulsion. Je parlais de fascination avant pour les serial killers. Et là, en l'occurrence, on est exactement là-dedans. On regarde ces fameux plans de préparation du magnétophone et en même temps, d'un seul coup, on nous choque la vision avec une image horrible d'œil mort, bleu, fatigué de mains nouées, tordues, avec du sang froid, bleu. On passe vraiment d'une ambiance d'interview, on va dire calme, on va dire neutre, à des plans comme ça, froids, horribles, de mort et de mort visiblement violentes, qui laissent des traces, et on est grosso modo mis en présence des cadavres. Alors déjà, évidemment, première chose, le générique est assez difficile à supporter. Je sais que moi-même, pendant longtemps, les premières fois que j'ai regardé le générique, j'avais du mal à le regarder, à rester concentré dessus, parce que ça me choquait l'œil. Je ne pouvais pas rater, je ne pouvais pas m'empêcher de voir plus les corps et les cadavres que la bande, la machine et le magnéto. Évidemment, c'est un effet voulu, mais je vais l'expliquer un peu plus après. Et à s'ajouter à cet effet désagréable, le fait que c'est parfaitement rythmé pour qu'on ne puisse, entre guillemets, ne voir que ça. Ma compagne m'a montré notamment que quand on avançait en avance rapide ce générique, à une vitesse, on va dire, donnée, on ne voyait plus que les plans de cadavres. Donc on voit clairement qu'il y a eu une rythmique extrêmement précise qui a été mise en place pour obtenir cet effet très désagréable, très dérangeant, très perturbant, de nous forcer à voir l'horreur. Parce que clairement dans la série on va avoir des cadavres, on va avoir certaines choses comme ça, mais au final la série n'insiste pas là-dessus, c'est vraiment pas là-dessus que la série est forte. La série veut vraiment nous amener à garder, elle nous choque dès le début grâce à ce générique, à chaque début d'épisode, sur le contexte dans lequel ces gens travaillent. Ils travaillent clairement comme des fossoyeurs, et ils le savent. C'est ça qui est horrible, c'est ça qui fait que leur métier est particulièrement discuté au début, et qu'il y a toute cette défiance envers eux, c'est qu'on leur dit, mais pourquoi aller étudier des cadavres, plutôt essayer d'arrêter les gens directement. Et même s'ils ont raison, même en termes de science, ça se tient extrêmement bien de voir des répétitions sociologiques, psychologiques, qui créent des phénomènes qu'on peut comprendre, et qu'étudier certains serial killers, ou des serial killers en général, a permis probablement de créer, grâce à eux, au fur et à mesure des années, une compréhension beaucoup plus complète de la psychologie des assassins en série, notamment, et des meurtriers violents. On a malgré tout un a priori de leur travail qui est que c'est des gens qui vont au quotidien se confronter à l'horreur, à des choses particulièrement horribles, et avec une fréquence et une régularité qui est, je pense, très violente pour la psychologie de ces personnes-là. Ce qui, forcément, pose la première question qu'on se pose quand on a des gens qui nous disent « Oui, j'ai interviewé Charles Manson ou des assassins comme ça », c'est « Est-ce que ça va ?» Parce que c'est vraiment des gens qui ont poussé l'horreur, la manipulation, la violence psychologique à un degré au-delà de ce que la société commune connaît ou peut envisager quotidiennement. De facto, on a donc dans le générique ce fond-là, ce fond d'histoire évidemment. On est confronté dès le générique à ce qui fait leur quotidien et à ce à quoi ils sont confrontés sans arrêt. Photos, descriptions et interviews horribles, évidemment, de derniers instants et de malheureusement trop tard. C'est ça qui est clair aussi. C'est que le générique ne laisse aucun doute. On est face au cadavre. On n'est pas du tout face à des solutions au quotidien. On est face à un travail d'archives que eux-mêmes dans la série, que les personnages eux-mêmes considèrent comme très violent et très difficile, même s'ils ne se disent pas, parce qu'ils savent que c'est nécessaire. Et donc les trois personnages principaux sont très intéressants parce qu'ils naviguent chacun dans leur domaine. Wendy Carr, qui est la psychologue, va avoir une vision plus froide de la chose, plus froide, plus analytique à chaque fois des interviews et des interviewés et des assassins et de leurs crimes. Holden Ford a clairement une fascination et quasiment un respect pour les assassins, il ne peut pas le cacher, il a envie d'être proche d'eux, il y a quelque chose comme ça qui est vraiment de l'ordre de la fascination. Il ressemble vraiment à un fan de serial killer qui aurait la chance de leur rencontrer. Il faut voir la séquence notamment de l'interview de Charles Manson qui est absolument passionnante à cet endroit-là, très subtile. Et on a Bill Tench qui lui est vraiment le regard moral et qui a tendance à détester d'emblée les serial killers, à vouloir les manipuler, à les considérer comme des vulgaires criminels de base, ce que techniquement ils sont, mais il leur enlève littéralement toute qualité intellectuelle. Ils considèrent que ce sont des gens, des fous, et que tout ce qu'ils font, c'est simplement prévenir d'autres, se préparer grâce à cette base de données, d'autres fous d'agir. Mais ils leur enlèvent
quasi systématiquement toute humanité. Là où Holden Ford va leur donner une sorte de surhumanité, vous voyez le truc? Et où Wendy Carr va donc être une sorte de point médian et équilibrer ça en forme d'analyse. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elle est moins affectée. Et aucun des trois n'est pas affecté ou moins affecté l'un que l'autre. Ils sont tous affectés à un niveau différent. Le générique renvoie clairement à ça dès le départ parce qu'il nous montre leur quotidien. C'est ces fameuses interviews longues, lentes et lancinantes où on n'apprend pas forcément des choses et qui renvoient par contre à des images psychologiques qui sont encore pires que si on les avait vues en soi et qu'on avait pu les examiner. C'est ces images qui sont des chocs psychologiques, des blessures mentales. Et là, à ce niveau-là, le générique est brillant. Le générique de Mindhunter est vraiment un excellent générique. Ça se rajoute d'un dernier point qui est que la série a donc, comme je l'avais dit, avait été proposée à l'époque par Charlize Theron à David Fincher, et une fois que Netflix a récupéré le projet que Joe Penhall a été à la création, David Fincher était donc à la coproduction, à la production avec Charlize Theron, et il a donc réalisé, si je dis pas de bêtises, 2 épisodes par saison, ou 4, je sais plus. Parce que la première saison a, je crois, 8 épisodes, la deuxième 10, je crois, si je dis pas de bêtises, je suis plus certain si c'est 6 et 8, enfin voilà. Vous n'avez pas énormément d'épisodes, hein, mais c'est juste pour vous donner une idée, je crois que c'était 9 épisodes la deuxième saison et 10 la première, je suis plus certain. Tout ça pour dire, c'est donc David Fincher qui réalise. Et David Fincher, je ne le savais pas, franchement, j'avais pas assez analysé son cinéma pour le comprendre et éventuellement le réaliser, je ne sais pas si je l'aurais réalisé sans cette chaîne YouTube, qui s'appelle Every Frame a Painting, qui a fait une excellente vidéo sur notamment la gestion et la mise en scène des dialogues chez David Fincher, dont je vous ai déjà parlé dans mon précédent podcast sur Dr. Sleep, auquel je vous renvoie, notamment pour vous parler du style de réalisation de Mike Flanagan. Et il pointait 2 choses. Le fait est que David Fincher est un extraordinaire metteur en scène de dialogue et qu'il est incroyablement bon, ce qui fait très 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 juste, mais aussi, le regard de David Fincher sur l'humanité est clair et net. Pour lui, les êtres humains sont des pervers, à tous les niveaux. Il le dit, hein, il le dit clairement, il l'assume, et je pense que c'est tout à son honneur, mais ça veut dire aussi qu'il a c'est sa manière aussi de dire qu'il est relativement désespéré de l'humanité, voire qu'il n'y croit plus du tout. Pour lui, l'être humain est pervers. Du coup, quand on voit le générique de Mindhunter, ça donne à réfléchir les choses autrement. Je pense clairement que David Fincher, dans la manière dont le générique a été pensé, c'est de renvoyer au spectateur le fait que c'est un pervers qui veut voir, mais sans voir... tout simplement, le spectateur veut voir sans voir. Il est fasciné, il veut connaître les serial killers, mais il veut pas non plus, probablement par fascination morbide, parce que voilà, la mort nous fait peur, parce qu'on est face à des êtres limites, donc il y a quelque chose de fascinant, c'est compréhensible, mais en même temps, là, on parle de fascination, enfin des choses qui sont profondément immorales, profondément violentes, profondément mauvaises. Et là, vraiment, David Fincher, avec ce générique, il te dit, tu es un spectateur pervers qui a envie de voir, mais qui veut pas assumer qu'il veut voir. Et ben moi, je t'oblige à voir. En faisant des flashs qui sont quasi psychanalytiques, il t'oblige à voir. Il t'oblige à être choqué, il t'oblige à être blessé. Tu peux pas voir ce générique et pas être gêné. Parce que ça gêne la manière aussi, et c'est là où je trouve ce générique assez génial aussi, c'est qu'en envoyant juste des flashs comme ça, par moment, d'images horribles, il contredit aussi notre lecture classique du cinéma, de l'audiovisuel, qui est avec des images courtes, mais pas aussi courtes, et surtout pas en contraste. Si on a des images aussi courtes, en général, on les a c'est le style du film, c'est Transformers, Fast and Furious, et ainsi de suite. C'est-à-dire ça joue sur la pulsion scopique, le désir de l'œil d'avoir toujours un paysage renouvelé, et donc ça crée une sorte de plaisir visuel. Ou alors, quand on a des films avec des mises en scène plus longues, en général, elles sont plus longues, plus lentes, et ainsi de suite, plus assumées, avec différents styles, je vous passe les détails, aussi bien de David Fincher jusqu'à Martin Scorsese, on a plein de styles différents, Mike Flanagan qui jouait beaucoup là-dessus, notamment aussi dans Dr. Sleep, comme je l'avais dit récemment. Du coup, on va avoir 2 styles comme ça, mais lui, il oppose clairement dans le générique un style très lent et posé, très calme, avec des plans fixes, avec des gestes mesurés. On fait la préparation d'un objet technique important et fragile, donc les magnétophones du fin des années 70, début des années 80, et on contraste ça avec des images comme ça, très rapidement, de corps et d'effets spéciaux, de corps qui sont morts, bien violents, bien choisis, bien glauques, qui renvoient à une violence, mais à un niveau de violence exceptionnel, mais en un clin d'œil. Et on ne peut pas l'éviter. N'importe qui sera perturbé. Même si on n'est pas forcément choqué par la violence des images, on sera perturbé par le rythme de l'image. Vous voyez, c'est réussir, au final, l'audiovisuel, le cinéma, c'est pas sorcier. Hein. C'est réussir à lier la forme au fond de ce qu'on veut dire. On veut dire que ces gens
passent leur journée à être choqués, à voir des choses absolument choquantes et que ça les perturbe, et ben il faut perturber le spectateur, le mettre en sensation de ça. Et pour le mettre en sensation de ça, il suffit de prendre le vocabulaire du cinéma et de le rendre ce vocabulaire perturbant. C'est parfait, ce générique est juste parfait, c'est probablement un des meilleurs génériques que j'ai vu depuis très longtemps en audiovisuel, c'est une leçon, et vous aurez un épisode de The Séquence dessus, où je reparlerai de tout ça, et on mettra ça bien image par image et tout, on va bien s'éclater. Je vous fais ça dans l'année prochaine ou l'année d'après, mais vous inquiétez pas, on va s'amuser pendant cette année, vous en aurez d'autres avant pour qu'on se marre bien. Parce que je ferai aussi un générique de film que j'aime beaucoup, mais je ne spoilerai pas, #suspense. Donc, il y a déjà ce générique formidable. Ensuite, il y a le style David Fincher qui est juste partout. Alors, le style Fincher, c'est quoi? C'est des cadres posés et maîtrisés, j'insiste, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo sur Dr. Sleep et de Mike Flanagan, tous les dialogues ont un vainqueur et un perdant. Il y a toujours à un moment donné une balance de qui va prendre le dessus sur le dialogue, et il y a des sous-entendus. Des fois, il y en a un qui gagne grosso modo le dialogue, mais qui a tort, et donc le cadrage te le fait ressentir, en le laissant partir, par exemple, ou en le montrant au-dessus, mais en l'aidissant, par exemple. Je vous donne un exemple tout bête dans la saison 2, mais dans la saison 2, ils sont dans leur bureau à eux, ils ont une sorte de lumière verte qui les écrase orange, et ça les enlaidit beaucoup, ça les rend souvent très froids, ça leur donne un côté... dans leur bureau, ils ont l'air de se tromper, ils ont l'air d'être, des gens... C'est pas bien ce qu'ils font, ils devraient être sur le terrain. Et comme par hasard, dans cette saison-là, ils sont beaucoup plus sur le terrain. Il y a quelque chose comme ça du sous-entendu. Moi, c'est comme ça que je l'ai interprété, c'est ils ont l'air vraiment malades. Il y a quelque chose ce qu'ils font n'est pas bon pour eux. Ça leur fait du mal, et ils doivent pas rester là. C'est très intéressant, et ça joue beaucoup dans une période où, évidemment, notamment le personnage de Bill Tench, je ne vais pas spoiler, vit quelque chose de très difficile et ne devrait pas être là. En tout cas, le point de vue de la série est clair, je ne spoilerai pas pourquoi, vous verrez dans la saison 2. Donc on a cette maîtrise du cadre qui est posée, qui fait avec essentiellement des dialogues, la série tournant essentiellement autour du dialogue, pas seulement dans les interviews, mais je reviendrai là-dessus après, et qui, grosso modo, maîtrise le rythme d'une main de maître. Ensuite, on a une photographie qui joue beaucoup sur les bleus et les oranges. Je dirais presque un naturalisme laid. C'est-à-dire que c'est le style de Fincher. Chez Fincher, on a une sorte de réalité qui est stylisée. Les humains sont pervers de son point de vue à lui. Du coup, on a quelque chose de l'ordre du vraisemblable, mais ça tourne toujours vers une sorte de froideur, une sorte il y a quelque chose de maladif dans l'image, notamment parce que souvent on a des tons neutres et des tons froids, des tons, tout ce qui est de l'ordre de la chair, de l'organique, fait souvent contraste, tache et violence dedans. Je vous renvoie à Gone Girl, où on a d'extraordinaires plans au début, on voit le personnage de Ben Affleck marcher de chez lui jusqu'au bar, se lever, aller au bar le matin, là où travaille sa sœur, et tout est froid. C'est pas seulement une belle matinée quelque part, c'est une belle matinée, mais tout a l'air froid, tout a l'air déjà malade dès le début. C'est subtil, mais c'est présent, et plus le film avance, plus on se rend compte que tout est malade. Souvent chez David Fincher, c'est ça, c'est la photographie, elle est bleue, dans des oranges morts, il y a des contrastes comme ça, avec des couleurs chaudes très fortes d'un seul coup, mais la plupart du temps, on est face à quelque chose de l'ordre de la froideur. Le monde est malade, de son point de vue. C'est toujours, ça se résume, hein, les humains sont des pervers. Ça, clairement, si vous avez compris ça, vous avez compris David Fincher. Le montage est chirurgical, il est lent et laisse respirer les dialogues. D'ailleurs, les dialogues, comme je le disais avant, sont le nerf de la série. Hein. Pas seulement les interviews de serial killers, qui sont très importantes, bien sûr, mais, où, comme je disais, il y a toujours un découpage avec un vainqueur et un perdant. Mais on n'est pas concentré là-dessus, on est concentré sur les dialogues en général, et les dialogues entre les acteurs, entre les personnages principaux sont très importants. On sent vraiment une importance du dialogue et de la frappe. On sent aussi le style scénaristique très académique qu'apprécie particulièrement David Fincher. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dialogue chez David Fincher qui soit grosso modo informatif en soi. Par contre, il y a systématiquement un vainqueur moral. C'est-à-dire que ce qui vous donne envie d'avancer, c'est que ça finit jamais de manière neutre, on est tous d'accord, on se serre la main. Ça n'arrive quasiment jamais chez Fincher. D'ailleurs, quand ça arrive, c'est surprenant. Et d'ailleurs, pour la petite parenthèse, un des rares moments où les trois personnages sont contents tous ensemble, ils sont dans un ascenseur, ils sourient tous les trois et ne disent rien. Silence. Quand il y a du dialogue chez Fincher, c'est souvent du désaccord. Je dirais même que c'est quasiment tout le temps du désaccord. Je reviendrai là-dessus à l'occasion, si j'analyse d'autres films de Fincher, mais je trouve que là, pour le coup, ce plan où ils sont tous les trois dans l'ascenseur et sourient, ça résume très très bien le fait que, quand ils s'entendent, ils ne disent rien. Et venant de personnes qui parlent énormément et qui psychologisent beaucoup, c'est très très intéressant et très juste. Vous le savez tous, si vous avez des amis, moi le premier, j'ai mon pseudo, un mec qui parle trop, n'est pas du tout un mensonge, je parle trop, et les gens qui parlent trop ont tendance à avoir du mal à s'entendre avec les autres. Et oui, parce que
ils ont une fâcheuse tendance à rendre le dialogue compliqué, complexe, à lui donner à y mettre des verrous, des barrières qui sont particulièrement difficiles à défaire parce qu'elles partent d'un dialogue de mots et de construction de paroles élaborées. Vous voyez l'idée ? Et j'aime beaucoup l'idée que dans la série, en fait, ce sont... Alors, bien sûr, je parle de moi, bon, on s'en fiche de moi, mais dans la série, c'est ça, c'est 3 personnes qui parlent, et quand Holden Ford rencontre Bill Tench, lui, c'est déjà quelqu'un qui est psychologiquement très porté sur la parole. Bill Tench est un mec qui fait de la sensibilisation, et Wendy Carr est psychologue, donc vous avez compris que c'est des gens qui accordent une très grande importance à la parole, dans leur travail, dans leur pensée. Et du coup, par définition, ce sont des gens labyrinthes qui auront du mal à s'entendre au-delà du silence. Bref, c'est un truc brillant encore de la série. Le montage aussi, pour parler toujours du style Fincher, est très organique, dans le bon sens du terme. Je donnerai juste l'exemple de la durée des épisodes. On a des épisodes qui durent entre 40 minutes et 1h15. C'est très variable. On laisse le temps à chaque épisode de trouver son intrigue, sa respiration, son rythme, et je trouve que ça marche très bien. Mais vraiment très bien. D'ailleurs, c'est pour la petite parenthèse, en élargissant un peu, c'est une grande force des séries à télécharger, hein. Parce que les rythmes TV, j'ai déjà critiqué ça dans d'autres de mes critiques, mais ça devenait contraignant. Vous savez, le 52 minutes. Les séries télé, c'était ça, en 1 heure, je vous donne la convention jusqu'à encore milieu des années 2000, c'était 52 minutes le programme. Donc tu avais un documentaire qui devait durer 1 heure, il durait 52 minutes, et on avait 8 minutes pour une pause pub au milieu, une pause pub à la fin, ou 8 minutes de pub à la fin. Vous voyez le genre, au début, 2 minutes, 5 minutes, 4 minutes à la fin, vous voyez le genre, quoi. Donc c'était vraiment... penser en termes de rythme télévisuel pour faire de la place à la pub. Là, au moins, dans les séries téléchargées, un des trucs géniaux, c'est qu'on peut vraiment apprécier la série de bout en bout. On n'a pas pub avant, on a des pubs avant peut-être après, mais au milieu, on nous emmerde pas. Et les séries peuvent se permettre d'être donc plus organiques. Si l'épisode a besoin d'être plus long, il est un peu plus long. S'il a besoin d'être plus court, il est un peu plus court. Ça fait beaucoup de bien en série télé. Et quand on a une série aussi bien écrite que Mindhunter, c'est encore mieux. Donc voilà, ce montage organique, ça ressemble aussi à du Fincher. Ces films ne font pas systématiquement 2h05, 2h15, 2h30. C'est pas pensé comme ça, le cinéma de David Fincher, et tant mieux. Il y a aussi un autre élément du style Fincher qu'on retrouve, c'est les tabous sociaux qui sont explorés et montrés. Là, je vais vous faire simplement le tableau, c'est le sexisme, l'homophobie, le racisme, le machisme, l'obscurantisme, beaucoup de choses en isme comme ça, hashtag isme de tous les côtés. Et chez David Fincher, c'est ça qui est important aussi, c'est pas seulement des tableaux sociaux qui sont explorés comme ça pour dire ça c'était comme ça mais ça se passe bien, non. Les résultats de ces tabous sont quasi toujours glaçants. Le résultat, c'est toujours la séparation, la violence, la solitude, la mort. C'est vraiment, tous ces tabous-là renvoient à ça. Une des grandes forces de la série, c'est que les personnages principaux travaillent sur des êtres qui sont à la morale très déviante, mais eux-mêmes, ça renvoie bien sûr à leur propre solitude, à leurs propres insuffisances, à leur propre violence familiale, sociale, à leur propre combat aussi. Et c'est absolument impeccable à cet endroit-là. La série joue sur un miroir déformé entre les assassins et eux qui est juste brillant, encore une fois. Je sais, j'utilise le mot brillant beaucoup, mais je suis un peu en train de leur lustrer les parties pour qu'elles soient bien brillantes. Oui, je sais, hashtag vulgarité, bon, on s'en fiche. Tout ça pour dire, je rajouterai simplement aussi que le casting est impeccable. Jonathan Groff dans le rôle de Holden Ford est excellent. Excellent, il y a carrément un mec qui a fait un montage sur internet, ça s'appelle les Holden Stares. Vous tapez ça sur Google, il y a un mec qui a fait un montage, il a une manière de regarder, de tourner la tête tout doucement avec le regard surpris qui est excellent. Et il y a un mec qui a fait un montage qui a montré aux acteurs, c'est très très drôle. Vous tapez Holden Ford Stare, je crois que c'est ça. Parce que to stare, c'est fixé de manière un peu surpris, je crois, si je dis pas de bêtises, ou fixé tout simplement. Il y a Anna Torv qui joue Wendy Carr et qui est excellente aussi dans le rôle, qui joue très très bien. Et Holt McCallany, acteur vraiment des années 90, qui a fait beaucoup de séries B d'action, de films de militaires et tout ça, à l'époque, et qui là trouve pour moi son plus grand rôle. Il est dans le rôle de Bill Tench, il est génial. Il est vraisemblable à 100% dans ce rôle de père de famille avec un enfant avec qui il a des relations un peu compliquées, qu'ils ont adopté, et puis il sait pas trop comment le gérer, et ça se développe de manière très intéressante dans la saison 2. Il est brillant, absolument brillant dans ce rôle, c'est son plus grand rôle, et dans la deuxième saison, je le trouve incroyable. Il gagne en volume. Au départ, la série tourne plutôt autour d'Holden et de sa fascination pour les assassins, et tout doucement dans la saison 2, je trouve que c'est beaucoup les personnages de Bill Tench et de Wendy Carr deviennent beaucoup plus présents, et la série gagne beaucoup en profondeur et en qualité, puisque le Dr Carr est notamment homosexuel, et on suit un peu sa difficulté à assumer ça, à le vivre à la fin des années 70, notamment au FBI. Je ne vais pas spoiler, mais c'est très très intéressant.
aussi. Dans les acteurs un peu plus secondaires, on a Anna Gross qui joue au départ qui joue la compagne d'Holden Ford, ou la petite amie d'Holden Ford, pardon, qui s'appelle Debbie dans la saison 1 et qui était excellente aussi, qui joue une étudiante et qui donc en sociologie, qui renvoie beaucoup de choses au côté un peu macartiste, je caricature, de Holden Ford. C'est à peine, hein, c'est très léger, mais c'est juste, on comprend l'opposition qu'ils peuvent avoir un tant soit peu, même si la série, encore une fois, ne tourne pas autour de cette opposition idéologique, elle tourne dans leur rapport humain. En quoi ce qu'il fait a une incidence sur leur rapport, et vous allez voir, c'est vraiment fort aussi. Et on a Stacy Roca dans le rôle de Nancy Tench, la femme de Bill Tench, qui est vraiment très très bien en femme de fin des années 70, confrontée au métier assez incroyable de son mari, au fait qu'ils ont un enfant et qu'il n'est jamais là, et que cet enfant est particulier, un peu mutique, ainsi de suite. Je vous laisse découvrir, elle est aussi excellente, tout au long de la saison 1 et de la saison 2. Big up aussi au doubleur, puisque j'ai maté la série en français, je la trouve très très bien. Marc Arnaud qui double donc Holden Ford, qui est vraiment très bien, qui impeccable. Thierry Ancis qui je pense a dû doubler Holt McCallany plus d'une fois. Je me souviens de cette voix avec cet acteur, donc je me trompe peut-être, mais bon, c'est dire s'il incarne bien le personnage. Odile Cohen qui double très très bien Anna Torv, encore une fois impeccable. Elisabeth Ventura qui double très très bien Debbie. Et Stacy Roca, qui est doublée par Vanina Pradier, c'est-à-dire Nancy Tench, le personnage de Nancy Tench est doublé par Vanina Pradier, qui est aussi excellente. Big up à la version française. Quand je mate des versions françaises, c'est que ça le fait bien, il faut que je le souligne, il faut qu'on en parle de ces acteurs-là, il ne faut pas les oublier, ils nous permettent de découvrir des séries de manière beaucoup plus large, ils font un travail de fond, de qualité vraiment maintenant sur ces séries télé, on sent vraiment qu'il y a un doublage qui arrive avec beaucoup de force et qui arrive à garder beaucoup de l'entièreté et de la qualité des versions originales. Je n'ai pas vu Mindhunter en version originale, j'ai maté en version française, j'en étais très content. Dites-le moi s'il y a des erreurs, des approximations, si vous trouvez que la version originale mérite plus le regard. Je la regarderai certainement en version originale pour me faire mon idée. N'hésitez pas à me le dire. Et puis on a aussi, je tiens pour finir sur le casting, les quelques acteurs qui font les serial killers qui sont très bons. Cameron Britton qui joue le rôle de Ed Boon Kemper et qui est incroyable. Non mais vraiment, qui est complètement incroyable. Qui est doublé par Bruno Magne. Alors là, une voix comme ça, calme et posée, mais en même temps qui explique les choses avec froideur. Vous savez, quand on doit écraser quelqu'un, on met les doigts derrière la glotte, comme ceci. Enfin, je vous laisse découvrir. C'est vraiment très bien foutu. C'est cliché, on a déjà vu des serial killers dans d'autres films et tout, mais ça marche très bien. On a Sonny Valenti qui joue BTK, qui est vraiment très bien. Doublé par Benjamin Gasquet, impeccable. Et Damon Harriman qui joue Charles Manson et qui est aussi très très bon dans la série, qui est doublé par Bruno Choel. Bruno Choel, impeccable aussi. Les dialogues, je finirai juste là-dessus avant la conclusion, les dialogues sont globalement brillants. Les interviews sont remaniées pour la série, évidemment, mais elles sont, parce que voilà, il faut que ça avance, qu'il y ait un peu plus que ce soit un peu moins labyrinthe qu'une interview réelle, qui est beaucoup plus labyrintée, beaucoup plus longue, et qui est un vrai travail de longue haleine bien souvent, là où la série parfois va un peu vite et te fait croire que des fois ils ont trouvé la clé relativement, entre guillemets, vite. Mais c'est toujours passionnant, c'est vraiment très très intéressant. Mais surtout, j'insiste, les dialogues entre les personnages des inspecteurs et dans leur vie intime sont excellents et vraisemblables. C'est ça, je pense, c'est vraiment là que la série devient géniale. Bill, Tench ne parlent pas comme Holden dans leur vie privée respective, ni ils le gèrent de la même manière, et c'est pareil pour Wendy Carr. C'est là où la série devient passionnante, parce que c'est la partie la plus fictionnalisée, et pourtant je trouve que c'est la partie qui donne toute sa chair à la série. À un moment donné, ce qui fait qu'on arrive à rentrer dans les interviews, à comprendre, c'est que dans leur vie intime, on arrive à se rapprocher d'eux, ils ont l'air vraisemblables, ils ont l'air d'être confrontés aux mêmes problèmes que nous, mais surtout, il y a une vraie qualité d'écriture qui fait qu'on voit la liaison entre les interviews avec les serial killers qui remettent en cause leur libido, leur lien de parenté, leur famille, de manière frontale, parfois de manière un peu, certains diront caricaturale, parce que c'est très direct, très frontal, parfois comme comparaison, mais je trouve que c'est une excellente idée, ça rend la série didactique, intelligente et en même temps très accessible. Les dialogues de cette série sont vraiment excellents, et ça vient aussi du fait que le découpage des dialogues a été parfaitement travaillé. Je ne sais pas si ça a été toujours storyboardé, mais quelle qualité! Quelle qualité! Tous les dialogues sont pour moi, je trouve, brillamment mis en scène. J'ai pas de dialogue en tête dans la série où je me suis dit ouais, pourquoi ils ont fini sur ce plan ou tel plan. C'est exactement ça. Quand on met un dialogue et qu'on veut lui donner de la qualité, on découpe par rapport à ce qui est dit, mais surtout par rapport à l'échange émotionnel. Je vais vous donner le contre-exemple parfait, c'est ce qu'on appelle le champ contre champ. C'est-à-dire, le mec parle, on le filme lui, son interlocuteur lui répond, on filme l'interlocuteur. Ça, c'est d'accord, on se comprend, c'est logique, on dirait qu'on regarde la personne parler, mais en fait, non. Il n'y a rien de plus chiant et de vide en termes de sens que de faire ça en audiovisuel.
Il faut au contraire se concentrer sur le fil émotionnel. Qu'est-ce qui se passe? Qui cherche à obtenir quoi? Comment? Quelle émotion est en train de passer? Qu'est-ce que l'auteur, le scénarisateur veut passer comme émotion? Et souvent, on se rend compte très très vite que le chant contre chant annihile tout et finit par rendre tous les dialogues égaux. Et bien là, on est exactement dans le genre de série qui ne fait pas ça, et c'est tout de suite beaucoup plus fort, beaucoup plus passionnant, beaucoup plus facile à suivre, beaucoup plus touchant, beaucoup plus profond. Bref, c'est beaucoup mieux tout plein. Et ben voilà, on arrive déjà à la conclusion, parce que de toute façon, j'essaie de faire plus court. Donc, c'est une série brillante, par son générique, incroyable, par ses cadrages parfaitement maîtrisés, par sa photographie froide et glaçante, malade, par son montage, par ses dialogues, par son casting, mais surtout, le point fort de cette série, ce qui est génial, c'est que ce n'est pas les interviews des serial killers. La série a été vendue là-dessus, que les personnages ont des interviews de serial killers et que ça nous attire naturellement vers cette série, je comprends ça, et c'est tout à fait normal. Mais ce qui fait qu'on finit par suivre la série, ce sont bien les dialogues dans la vie des personnages. On peut se rapprocher vraiment de ce qu'ils vivent à partir de là, et bien sûr la série laisse énormément de temps à ça, et comme par hasard, ça nous fait complètement entrer dans la dimension de perception de ces gens normaux, entre guillemets, ou tout simplement qui n'ont jamais pratiqué de violence outrancière face à des êtres qui l'ont fait, face à des êtres humains qui ont fait ça. Et c'est un excellent choix, juste un excellent choix. C'est plus proche du spectateur, et en plus, moralement, c'est excellent comme positionnement, ça me plaît beaucoup, parce que ça désacralise le tueur en série. Vous savez, l'homme dangereux, perturbant, certes, mais je trouve que c'est important de les désacraliser parce que c'est des hommes finalement tout aussi petits que nous face aux angoisses sociales quotidiennes qu'on rencontre tous, que n'importe quel d'entre vous peut rencontrer vis-à-vis de la violence sociale, la violence morale, la violence éthique qu'on se prend tous les jours. Ils n'ont rien de plus que nous à cet endroit-là. C'est là où je trouve que la série trouve son point juste. Ils sont forcément un peu fascinants parce que n'importe qui a déjà eu envie de pratiquer de la violence sur X ou Y pour X ou Y raison, que ce soit pour une impulsion ou quelque chose de plus élaboré. Mais on n'y va pas. La majorité d'entre nous, on n'y va pas parce qu'on a conscience des conséquences, parce que ça peut être à cause de raisons plus simples, hein, c'est parce qu'on a peur de la punition, ça peut être aussi parce qu'on se rend compte que faire violence à l'autre c'est mal, c'est parce qu'on se rend compte qu'on ne veut pas subir de la violence donc on ne va pas la déclencher sur les autres. Enfin vous voyez, il y a plein de mécanismes moraux qui sont là, mais on ne le fait pas, et eux le franchissent. Et le franchissent, c'est le franchissent de manière complètement désinhibée, en allant à un degré qui par définition les rend intéressants, fascinants aussi, mais ça ne les met pas au-dessus des gens. C'est pas parce qu'ils sont fascinants qu'ils sont moralement à mettre en lumière, un peu à la manière d'un Hannibal Lecter. Vous voyez ce que je veux dire ? Si je devais faire une parenthèse très courte, la série Hannibal Lecter, notamment, que j'ai vue en entier, qui est plutôt intéressante, est assez poétique, assez intéressante, et en même temps, elle est très compliquée parce que le débat moral de la série sombre finalement très vite dans une sorte de question d'amour, qui est très intéressante, hein, qui pour le coup rend la série très poétique, mais qui me laisse toujours un vrai truc dérangeant, c'est que ce mec, que la série se plaît à magnifier dans les traits de Mads Mikkelsen, qui est excellent dans la série et tout ça, il n'y a pas de problème, mais que la série se prend un plaisir à magnifier, est un assassin violent, qui bouffe des gens. Et peu importe qu'il est, comment dire, que ce soit un mec, un érudit ou ainsi de suite, vous savez, c'est un peu pour moi le même débat que sur Roman Polanski ou autre, quoi. Ok, c'est un artiste, mais il a fait quelque chose de répréhensible et de grave, il faut qu'il soit jugé. Le minimum, ce serait qu'il soit jugé. Alors, l'affaire Roman Polanski est une affaire compliquée en soi. J'ai un exemple parmi d'autres. Mais vous voyez ce que je veux dire ? C'est le fameux débat de doit-on séparer l'artiste de l'homme ? C'est pas la question. On peut voir les œuvres, les apprécier, tout ça, dire que c'est vachement intéressant tout ça, et dire en même temps, oui, mais en même temps, il mérite quand même d'aller en prison. C'est pas parce que j'aime son travail qu'il doit pas aller en prison s'il a fait quelque chose de grave, ou il doit pas être puni s'il a fait quelque chose de grave. On peut dire les deux, c'est pas un problème. Tu peux apprécier, j'apprécie beaucoup la musique de Bertrand Cantat, il a été condamné et ainsi de suite, mais je comprends tout à fait les gens qui vont me dire, écoutez, il n'a pas été assez condamné pour ce qu'il a fait. Je comprends votre point de vue, et vous avez raison de l'exprimer, de le dire, d'être choqué éventuellement de ça. Moi, j'aurais tendance à vous dire, il ne s'agit pas de séparer l'un de l'autre. Si vous appréciez pas l'œuvre, ne l'appréciez pas, il n'y a pas de souci. Et si vous estimez qu'on ne doit pas l'apprécier par contre parce qu'il a fait quelque chose de mal, là je serai plus modéré en vous disant, une œuvre reste une œuvre. Vous pouvez aussi l'analyser en disant, j'aime cette œuvre, mais comme il a fait ça derrière, je n'arrive pas à y croire. Ça encore, c'est aussi un débat très intéressant. Mais dire, il ne peut plus s'exprimer ou il doit s'arrêter de... Non, vous pouvez dire par contre,
je m'y oppose, je pense qu'on ne devrait pas le programmer, vous avez le droit de le faire, parce que vous avez le droit de le penser qu'il n'a pas été assez puni, et ça, tout à fait, je le comprends. Et je comprends aussi les gens qui disent Roman Polanski mériterait d'être puni pour ce qu'il a fait. Il l'a pas été, il n'a pas à avoir un passe-droit parce que c'est un artiste connu. Oui, vous avez raison. Par contre, les gens qui vous disent aussi j'aime son cinéma, j'ai envie de parler de J'accuse, le dernier film de Roman Polanski qui est au cinéma, où j'ai vu que la pub a été annulée à cause de ça. Non, il n'y a pas à empêcher l'œuvre d'exister une fois qu'elle est là, c'est pas le problème. Par contre, l'artiste, l'homme en soi, vous pouvez tout à fait aller, même l'artiste, je veux dire, vous pouvez aller lui dire écoute, je vais pas aller voir ton film parce que tu devrais être puni, c'est immoral. C'est un combat qui tient la route aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais interdire la chose ou empêcher les gens de voir l'œuvre ou de l'apprécier, ça, là, vous dépassez le domaine de votre perception. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est un débat complexe. Mais pour moi, l'un des trucs que j'aime beaucoup dans Mindhunter, du coup, c'est de réussir à un moment donné sur ce débat-là à pas glisser. Ils sont fascinants, mais ce sont aussi des êtres humains petits, faibles. Vous savez, tuer, quelque part, c'est quelque chose qui est... Une fois qu'on a fait ça, tout devient, entre guillemets, simple. C'est facile de dire, moi, je suis au-dessus de vous, j'ai osé le faire, mais espèce de crétin, c'est justement parce que nous, on n'ose pas le faire quand on est au-dessus de toi. Vous voyez la nuance ? Souvent, ne pas faire, c'est être au-dessus. Et là, je fais exprès d'être sur une échelle morale, je monte sur mes grands chevaux, hein, mais c'est une réalité. Après, que ce soit fascinant, intéressant, intriguant, parce que ça discute la limite de notre rapport à la fin, à la mort, et de toutes les questions qui vont derrière, Dieu, l'infini, qu'est-ce qu'il y a après la mort, est-ce qu'il y a quelque chose ou pas, est-ce que tout s'arrête, enfin voilà, comment ça s'arrête, bref, toutes ces questions qui peuvent être très intéressantes, angoissantes, passionnantes, vertigineuses malgré tout, et bien tout simplement, ça n'enlève rien à cet élément de base qui fait que, oui, ça les rend fascinants, mais ça ne les met pas au-dessus de nous, ça ne les met pas sur un piédestal parce qu'ils ont fait quelque chose d'incroyable. Ils ont fait quelque chose de limite et qui, en fait, moralement, d'un point de vue moral, est minable. C'est tout. Vous voyez ce que je veux dire ? Et je trouve que la série, en faisant le choix de donner l'importance aux relations des personnages, des enquêteurs, de leur vie privée surtout, pas seulement de leur rôle d'enquêteur, de leur vie privée, fait un excellent choix de mise en lumière et désacralise énormément les serial killers, et on a besoin de faire ça. Parce que je pense que ça a une mauvaise influence morale de constamment être fasciné par l'être humain qui a franchi une limite morale telle que celle du meurtre. Mais il y a le même genre de phénomène autour de la fascination, autour des soldats qui ont tué beaucoup de gens et des choses comme ça. Hein. Pour moi, c'est du même ordre. Mais j'y reviendrai à l'occasion sur d'autres films. Tiens, il faudrait peut-être à l'occasion que je vois, c'était Sniper, ou je sais plus comment il s'appelait, le film American Sniper de Clint Eastwood, qui était très intéressant, film patriotique au possible, bref, assez passionnant, mais je reviendrai peut-être sur ce thème-là à l'occasion. Tout ça pour dire... C'est impressionnant comme la série laisse surtout la marque des personnages et plus la fascination des morbides pour les serial killers. N'en déplaise à Fincher, qui aurait préféré, je pense, que la série soit beaucoup plus radicale sur le fait que les êtres humains sont des pervers, et quelque part c'est présent, mais je trouve que Joe Penhall a une base morale dans son écriture qui me plaît beaucoup, et qui est beaucoup plus présente. Ce sont eux qui sont intéressants, ce sont eux qui nous intéressent dans la série. Les enquêteurs, les gens qui essaient de comprendre ça, qui vont se confronter à cette noirceur tout en essayant de garder une base morale. Et au final, c'est ce que le spectateur essaie de faire. Il se confronte à cette monstruosité, mais il doit aussi faire l'effort de garder cette base morale. Qu'est-ce qui fait que je regarde ça ? Pourquoi est-ce que je suis capable de me confronter à ça ? Jusqu'à quelle limite ? Et qu'est-ce que ça veut dire sur moi, sur mon rapport aux autres, et ainsi de suite. Et non pas... Tiens, c'est incroyable d'oser faire ça. On s'en fout qu'ils osent faire ça, et ça les rend pas meilleurs que nous. Alors, le léger défaut que je dirais quand même sur la série, c'est que déjà, la série ment un peu sur son pitch de départ en disant que la série tourne autour d'interviews de serial killers. Certes, mais comme je vous l'ai expliqué, ce n'est pas le point neural de la série. Et puis en plus, c'est pas non plus une série sur des enquêtes criminelles à proprement parler. Il y en a, mais c'est pas le cœur. Le cœur, c'est vraiment leur vie intime à eux. Donc, ne vous inquiétez pas, hein, saison 1 et 2, on a des enquêtes et tout, il n'y a pas de problème, il y a une part d'enquête, mais on sent très vite que ça navigue, le thème principal, c'est comment eux se confrontent moralement à ça. Après, il y a aussi des éléments concrets, hein, vous inquiétez pas, comment ils font pour utiliser cette base de données petit à petit, ils hésitent au début, puis finalement ils l'utilisent, on les pousse à l'utiliser, ils y vont, mais ils voient que ça marche pas forcément, ils doivent avoir des résultats, mais c'est très compliqué, bref, la législation n'est pas forcément avec eux, le droit non plus, bref, vous allez voir, il y a plein de barrières comme ça qui sont passionnantes et intéressantes à connaître, hein, pour peu qu'on s'intéresse au domaine.
entre autres. Mais et même si on s'y intéresse pas, d'ailleurs tout le monde a vu des films, des séries policières, donc c'est des choses qui nous parlent évidemment. Et en plus, à rajouter au fait que ce soit pas vraiment... Mais ça reste une série qui est quand même pas autour des... Le cœur, c'est pas les enquêtes policières, et c'est pas non plus les interviews de serial killers, paradoxalement. C'est un élément d'information sur lequel la série va... Un élément émotionnel surtout sur lequel la série va se nourrir pour parler des personnages. Et en plus, à rajouter à ce double mensonge, donc c'est pas une série sur des serial killers et c'est pas vraiment une série sur des enquêtes criminelles, les dialogues sont lents, intimes, vrais, et ils sont le centre de la série. Donc, je peux comprendre qu'on soit pas forcément emballé en disant c'est pas ce que j'attendais, j'ai pas envie de me taper une série en plus qui me choque dans son générique et qui fait glauque. C'est pas Criminal Minds, il y a là c'est Esprit criminel, c'est sûr, clair, net et précis. Hein. Mais je pense pas que de toute façon les gens qui regardent la série ont le moindre doute là-dessus, mais c'est juste pour vous dire, il n'y a pas ce côté, on va dire, sexy du criminel et de l'enquête criminelle. Ça, c'est vraiment pas présent dans la série, c'est très réussi. Au contraire, c'est malaisant, et je pense que les gens qui sont confrontés à ces meurtres-là dans la vraie vie sont dans ce malaise constant. Ça doit être très difficile à vivre, je pense, au quotidien, et la série le vend bien. Donc voilà, ça peut être un peu décevant, ou ça doit manquer de spectaculaire, mais franchement, c'est voulu. C'est voulu, tout ça, tous ces défauts, c'est les qualités aussi de la série, et c'est réussi. À vous de voir, moi je vous dis c'est une série qui est à voir absolument, Mindhunter c'est passionnant, c'est disponible sur Netflix, n'hésitez pas à aller regarder ça, c'est passionnant, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, où vous voulez, tweeter, facebooker, instagrammer, comme vous voulez. Merci encore beaucoup pour votre écoute, vous êtes vraiment nombreux, des milliers à me suivre, non je déconne, mais vous êtes toujours là, tous très présents, et ça me touche beaucoup. J'ai des retours régulièrement sur différents films, de différentes manières, et ça me motive à mort. Merci beaucoup à vous, merci encore du fond du cœur, et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de HO. Salut les amis, à bientôt, ciao ciao.